Le 23 juillet 2008, Nolwenn Calvez, une hôtesse de l'air de 24 ans travaillant pour Air France, disparaît mystérieusement lors d'une escale de routine à l'aéroport international de Los Angeles. Ses collègues la voient pour la dernière fois vers 16 heures dans le hall de l'hôtel Marriott, près de l'aéroport. Elle devait reprendre son service le lendemain matin pour le vol de retour vers Paris, Charles de Gaulle. Pendant 7 longues années, sa famille et les autorités françaises et américaines mènent des recherches intensives. Aucune trace, aucun indice, aucune demande de rançon. Nolwenn semble avoir disparu de la surface de la Terre dans une ville de 4 millions d'habitants. Puis, en 2015, un coup de téléphone anonyme aux autorités de Las Vegas change tout. Nolwenn Calvez est retrouvée vivante, mariée sous une fausse identité, dans une situation qui défie toute logique. Comment une jeune femme peut-elle disparaître pendant 7 ans dans l'une des villes les plus surveillées au monde ? Et surtout, que s'est-il réellement passé pendant cette période qui a transformé une hôtesse de l'air française en épouse prisonnière d'un réseau criminel international? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses, réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Pour comprendre ce qui est arrivé à Nolwenn Calvez, il faut d'abord connaître la jeune femme qu'elle était avant cette nuit fatidique de juillet 2008. Nolwenn grandit à Quimper, en Bretagne, dans une famille de classe moyenne. Sa mère, Margot Calvez, travaille comme infirmière à l'hôpital de la ville, tandis que son père, décédé quand elle avait 16 ans, était mécanicien naval. Cette perte précoce rapproche considérablement Nolwenn de sa mère, créant un lien exceptionnel entre les deux femmes. Dès l'adolescence, Nolwenn rêve de voyager. Elle apprend l'anglais et l'espagnol avec acharnement, obtient son baccalauréat avec mention et s'inscrit à l'école d'hôtesse de l'air d'Air France à Roissy. À 22 ans, elle décroche son diplôme et commence à voler sur les lignes internationales, principalement entre Paris et les États-Unis. Ses collègues la décrivent comme une jeune femme consciencieuse, ponctuelle et particulièrement observatrice. Sarah Chen, sa meilleure amie et collègue hôtesse, raconte plus tard aux enquêteurs que Nolwenn avait l'œil pour les détails et remarquait toujours les comportements inhabituels des passagers ou même de l'équipage. En 2008, Nolwenn vit dans un petit appartement du 15e arrondissement de Paris, près de la station de métro Convention. Elle économise chaque euro pour s'offrir des voyages personnels pendant ses congés. Son rêve est de visiter l'Australie et la Nouvelle-Zélande, destination qu'elle n'a jamais eu l'occasion de desservir professionnellement. Los Angeles représente pour elle une escale appréciée. Contrairement à New York ou Miami, LA offre 18 heures de repos, suffisamment pour visiter Venice Beach, Hollywood Boulevard ou simplement se détendre au bord de la piscine de l'hôtel. L'équipage d'Air France loge systématiquement au Marriott de l'aéroport, un hôtel 4 étoiles situé à seulement 10 minutes en navette du terminal international. Le vol AF66 Paris-Los Angeles du 22 juillet 2008 est un vol de routine. L'Airbus A340 décolle de Roissy à 13h15, heure française, avec à son bord 287 passagers et 12 membres d'équipage. Nolwenn travaille en classe économique avec ses collègues Sarah Chen et Antoine Laurent, un steward de 29 ans qu'elle connaît depuis sa formation. L'atterrissage à LAX se déroule sans incident à 15 heures locales. Après les procédures habituelles de débarquement et de nettoyage de l'appareil, l'équipage se rend ensemble à l'hôtel Marriott vers 16 heures. C'est la dernière fois que quelqu'un voit Nolwenn Calvez en tant que personne libre. La reconstitution de cette soirée du 23 juillet 2008 repose sur les témoignages de ses collègues et les images de vidéosurveillance de l'hôtel Marriott. 16h30, Nolwenn s'enregistre à la réception de l'hôtel. Elle obtient la chambre 512 au 5e étage. Le réceptionniste Marcus Williams se souvient d'elle, car elle lui demande en anglais s'il connaît un bon restaurant mexicain dans le quartier. Il lui recommande Casa Escobar, un établissement situé à 15 minutes à pied de l'hôtel.
17h15. Les caméras de surveillance du hall la montrent sortant de l'ascenseur, vêtue d'une robe d'été bleue et de sandales blanches. Elle porte un petit sac à main en cuir noir et semble détendue. Elle salue Antoine Laurent qui arrive au même moment et lui dit, selon son témoignage ultérieur, « Je vais manger mexicain. Tu veux venir ?» Antoine décline politely, prétextant qu'il préfère se reposer. 18h. Nolwenn arrive chez Casa Escobar selon le témoignage de la serveuse, Elena Rodriguez. Elle commande des tacos au poisson et une margarita. Elena se rappelle qu'elle parlait espagnol avec un accent français charmant et qu'elle semblait heureuse. Elle m'a dit qu'elle adorait Los Angeles et qu'elle espérait obtenir plus d'escales ici, témoignera plus tard Elena aux enquêteurs. 19h45. Nolwenn règle son addition et quitte le restaurant. Elena la voit partir en direction de l'hôtel. C'est le dernier témoignage visuel fiable de Nolwenn Calvez. Ce qui suit reste un mystère pendant 7 années. Le lendemain matin, 24 juillet, à 6h, l'équipage se rassemble dans le hall de l'hôtel pour le transfert vers l'aéroport. Nolwenn ne se présente pas. Antoine Laurent monte à sa chambre et frappe à la porte. Aucune réponse. La direction de l'hôtel ouvre la chambre 512 avec le pass. La chambre semble intacte. Le lit n'a pas été défait. Les affaires de Nolwenn sont toujours dans sa valise, soigneusement rangées comme elle avait l'habitude de le faire. Son passeport, son portefeuille contenant $350 et sa carte de crédit sont dans le tiroir de la table de nuit. Son téléphone portable est en charge sur la commode, éteint. Le chef de cabine, Michel Durand, prend immédiatement la décision d'alerter les autorités. À 7h, la police de Los Angeles reçoit le signalement de disparition. À 8h, le consulat français de Los Angeles est informé. Le vol AF-67 ne peut pas attendre. Un steward de réserve basé à Los Angeles remplace Nolwenn pour le vol de retour. L'appareil décolle à 11h15 avec un équipage inquiet et un siège vide dans la galerie. Les premières recherches sont méthodiques et suivent scrupuleusement les protocoles du LAPD. La police de Los Angeles mobilise immédiatement une équipe de 6 enquêteurs sous la direction du détective James Morrison, un vétéran de 48 ans spécialisé dans les affaires de personnes disparues. Morrison a une réputation solide. En 15 ans de carrière, il a résolu 63% de ses dossiers, un taux exceptionnellement élevé pour ce type d'enquête. Les premières 48 heures sont cruciales. L'équipe interroge systématiquement tout le personnel de l'hôtel Marriott de service la nuit du 23 juillet. Marcus Williams, le réceptionniste qui avait recommandé le restaurant mexicain à Nolwenn, fournit un témoignage détaillé. Elle parlait très bien anglais, avec juste un petit accent charmant, se souvient-il. Elle m'a demandé s'il y avait des quartiers à éviter le soir. Je lui ai dit que le secteur autour de l'hôtel était sûr. Les caméras de surveillance de l'hôtel font l'objet d'une analyse minutieuse. Le système, installé 6 mois plus tôt, couvre l'ensemble des parties communes. Hall d'entrée, couloir, ascenseur, parking extérieur. Les enquêteurs visionnent 48 heures d'enregistrement, image par image. Un détail technologique complique les recherches. La qualité nocturne des caméras extérieures est médiocre, et plusieurs angles morts existent dans le parking. L'analyse révèle que Nolwenn quitte effectivement l'hôtel à 17h15, comme l'atteste son passage devant la caméra du hall. Elle semble détendue, sourit même à un enfant qui court près de la réception. Les images montrent qu'elle porte un petit sac à bandoulière en cuir noir, cadeau de sa mère pour ses 23 ans, et des boucles d'oreilles en argent qu'elle avait achetées lors d'une escale à Mexico l'année précédente. Mais aucune caméra ne la montre revenant à l'hôtel après son dîner. Les enquêteurs élargissent leurs recherches aux commerces et établissements voisins. Le supermarché Ralph's, situé à 200 mètres de l'hôtel, possède des caméras de surveillance extérieure qui couvrent partiellement le trottoir de Century Boulevard. Là aussi, aucune trace de Nolwenn après 20 heures. Le détective Morrison concentre ensuite ses efforts sur le restaurant Casa Escobar. L'établissement, tenu par la famille Rodriguez depuis 12 ans, jouit d'une excellente réputation dans le quartier.
Elena Rodriguez, la serveuse qui a servi Nolwenn, se montre très coopérative. Elle était adorable, raconte-t-elle aux enquêteurs. Elle m'a raconté qu'elle venait de Bretagne, en France. Elle connaissait quelques mots d'espagnol et essayait de les prononcer correctement. Ça m'a touché. Elena fournit des détails précis sur la soirée. Nolwenn était arrivée seule vers 18 heures, s'était installée à une table près de la fenêtre donnant sur la rue. Elle avait commandé des tacos au poisson grillé, spécialité de la maison, et une margarita sans sel. Elle a pris son temps pour manger, se souvient Elena. Elle regardait souvent par la fenêtre, comme si elle observait la vie du quartier. Elle semblait heureuse. L'addition, conservée par le restaurant selon les obligations fiscales, confirme l'horaire de départ. 19h42 exactement. Le montant 26,50 $ correspond au souvenir d'Elena. Nolwenn avait payé en liquide, laissant un pourboire généreux de 5 $. Quand elle est partie, elle m'a dit en espagnol « Muchas gracias, la comida estaba deliciosa », se rappelle Elena. Elle a pris la direction de l'hôtel. Je l'ai vue s'éloigner sur le trottoir. Il y avait encore du monde dans la rue, des familles qui rentraient du travail. C'est précisément là que la piste se perd de façon inexplicable. Le trajet entre Casa Escobar et l'hôtel Marriott représente exactement 860 mètres à pied, soit moins de 10 minutes de marche sur un itinéraire rectiligne le long de Century Boulevard. Cette artère principale est bien éclairée et fréquentée, même en soirée. Les enquêteurs interrogent tous les commerçants sur ce trajet. Une pharmacie CVS, une station-service Shell, un fast-food McDonald's, 2 motels plus modestes que le Marriott. Personne ne se souvient avoir vu une jeune femme correspondante au signalement de Nolwenn. Pourtant, en juillet, à Los Angeles, il fait encore jour à 20 heures, et les témoins potentiels sont nombreux. L'enquête révèle qu'elle n'a utilisé ni sa carte de crédit, ni son téléphone après 19 heures, le 23 juillet. Son compte bancaire n'a enregistré aucune transaction. Ses comptes de réseaux sociaux, elle avait Facebook et un compte e-mail personnel, restent inactifs. Le détective James Morrison, assigné à l'affaire, déclare plus tard. C'était comme si elle avait disparu en sortant du restaurant. Nous avons vérifié tous les hôpitaux, toutes les morgues, dans un rayon de 100 kilomètres. Nous avons interrogé les chauffeurs de taxi, les conducteurs d'Uber, même les sans-abri du quartier. Personne ne l'avait vue. En France, Margot Calvez refuse d'accepter l'impuissance des autorités. Elle prend un congé sans solde de l'hôpital de Kemper et s'envole pour Los Angeles le 28 juillet. Pendant 3 semaines, elle arpente les rues autour de l'hôtel Marriott, colle des affiches avec la photo de sa fille, interroge chaque commerçant, chaque passant. « Ma fille n'est pas du genre à disparaître sans prévenir », répète-t-elle aux journalistes locaux qui s'intéressent brièvement à l'affaire. Nolwenn m'appelle tous les 2 jours quand elle voyage. Elle est responsable, organisée. Quelqu'un lui a fait du mal, j'en suis certaine. Air France coopère pleinement avec l'enquête, déployant des moyens considérables pour aider les autorités américaines. La compagnie met à disposition tous les dossiers concernant l'équipage du vol AF-66, y compris les évaluations psychologiques annuelles obligatoires, les formations de sécurité et les antécédents disciplinaires. Marc Duchemin, directeur des opérations d'Air France pour la côte ouest américaine, se rend personnellement à Los Angeles pour superviser la coopération avec les enquêteurs. Un Nolwenn représentait ce qu'Air France avait de meilleur, déclare-t-il aux médias français. Une professionnelle exemplaire, appréciée de ses collègues et des passagers. Sa disparition nous affecte tous profondément. L'enquête interne d'Air France révèle des éléments intéressants sur les procédures de sécurité. En 2008, les équipages bénéficient d'une relative liberté pendant les escales longues. Aucun contrôle n'est exercé sur leurs déplacements personnels et ils ne sont pas tenus de signaler leur sortie. C'était une époque plus insouciante, reconnaîtra plus tard un responsable de la sécurité. Nous faisions confiance au bon sens de nos employés. La compagnie vérifie scrupuleusement les antécédents de tous les passagers du vol AF-66.
Cette démarche titanesque implique de recouper les identités avec les bases de données d'Interpol, du FBI et des services de renseignement français. Plusieurs passagers présentent des profils intéressants. Un homme d'affaires colombien aux activités obscures, une femme russe voyageant avec un passeport diplomatique douteux, 3 jeunes Américains de retour d'un séjour prolongé en Thaïlande. Mais les vérifications approfondies ne révèlent aucun lien évident avec la disparition de Nolwenn. Le Colombien séjourne habituellement au Beverly Hills Hotel et n'a jamais mis les pieds dans le secteur de l'aéroport. La Russe est repartie pour Moscou le lendemain même, comme prévu. Les 3 Américains vivent en Floride et leurs alibis sont solides. Les autorités françaises se montrent particulièrement vigilantes sur cette affaire, conscientes que la sécurité de leurs ressortissants à l'étranger est en jeu. L'ambassadeur de France à Washington, Jean-Marc Rochereau de la Sablière, suit personnellement le dossier et s'entretient régulièrement avec le consul général de Los Angeles. Le ministère des Affaires étrangères active tous ses réseaux diplomatiques. Des notes confidentielles sont transmises aux ambassades françaises dans toute l'Amérique latine, demandant une vigilance particulière concernant de jeunes Françaises en situation irrégulière. Les contacts sont pris avec les organisations humanitaires spécialisées dans l'aide aux victimes de traite d'êtres humains. Cette mobilisation diplomatique porte ses fruits de manière inattendue. En octobre 2008, l'ambassade de France au Mexique signale le cas troublant d'une jeune femme blonde retrouvée dans un état de choc à Tijuana, près de la frontière américaine. Elle ne parle que français et semble avoir subi un traumatisme important. L'espoir renaît brièvement dans l'entourage de Nolwenn. Margot prend immédiatement l'avion pour Mexico, accompagnée d'un attaché consulaire. Mais l'identification révèle qu'il s'agit de Céline Moreau, une étudiante lyonnaise de 20 ans disparue depuis 6 mois lors d'un voyage sac à dos en Amérique centrale. Sa famille, qui la cherchait désespérément, retrouve sa fille, mais l'espoir de Margot s'évanouit une nouvelle fois. Cet épisode révèle cependant l'ampleur du phénomène. Nous nous sommes rendus compte que des dizaines de jeunes européennes disparaissaient chaque année en Amérique du Nord et centrale, confiera plus tard l'attaché consulaire François Legrand. Mais les affaires étaient traitées séparément, par pays, sans vision d'ensemble. Personne ne voyait la pattern générale. 3 mois après la disparition, l'affaire commence à refroidir. Sans nouvelles pistes, sans demande de rançon, sans corps, l'enquête américaine passe en arrière-plan. Le dossier reste ouvert, mais les ressources sont réallouées vers des affaires plus récentes. Cependant, cette disparition marque profondément tous ceux qui connaissaient Nolwenn. Et pendant que sa famille refuse d'abandonner, quelque part à Los Angeles, une jeune femme commence une nouvelle existence dont elle ne peut parler à personne. Les mois qui suivent la disparition de Nolwenn transforment radicalement la vie de tous ceux qui l'aimaient. Margot Calvez retourne à Quimper en septembre 2008, mais elle n'est plus la même femme. Ses collègues de l'hôpital remarquent qu'elle a vieilli de 10 ans en quelques mois. Ses cheveux châtains ont blanchi prématurément et son regard jadis pétillant s'est voilé d'une tristesse permanente. Elle reprend son travail d'infirmière au service de cardiologie, mais ses pensées sont constamment ailleurs. Le docteur Elisabeth Kerven, chef du service, remarque rapidement les changements chez Margot. Elle était toujours ponctuelle, mais maintenant elle arrivait 1 heure en avance. Témoignera-t-elle plus tard. Elle vérifiait 3 fois chaque prescription, comme si elle avait peur de faire une erreur. La disparition de sa fille l'avait rendue obsessionnelle. Margot développe des rituels quotidiens qui l'aident à supporter l'absence. Chaque matin, à 6 heures précises, elle consulte ses emails, espérant un message des autorités américaines. Elle a installé une alerte Google sur le nom de sa fille, qui lui envoie automatiquement toute mention de Nolwenn Calvez sur Internet. La plupart du temps, ce ne sont que des faire-part de naissance ou de mariage d'homonymes, mais elle vérifie chaque résultat méticuleusement. Ses voisins de la rue Quéréon, où elle vit depuis 20 ans, s'inquiètent de pour elle. Madame Le Goff, qui habite la maison d'en face, raconte « On la voyait partir au travail le matin comme un automate.
Elle ne nous saluait plus, ne s'arrêtait plus pour discuter du temps qu'il fait. C'était comme si une partie d'elle était morte, avec la disparition de Nolwenn. Les week-ends sont particulièrement difficiles. Avant, Margot et Nolwenn se parlaient longuement au téléphone le dimanche matin, se racontant leurs semaines respectives. Maintenant, ces dimanches s'étirent interminablement. Margot prend l'habitude de se rendre au port de Quimper, où elle s'assied sur un banc face à l'Odet et regarde les bateaux partir vers l'océan, imaginant que l'un d'eux pourrait ramener sa fille. Chaque matin, Margot consulte les sites internet d'information de Los Angeles, espérant y trouver une mention de sa fille. Elle a appris l'anglais grâce à un cours par correspondance pour pouvoir lire les journaux américains. Son ordinateur portable, acheté spécialement pour les recherches, devient son compagnon constant. Elle transforme la chambre de Nolwenn en véritable centre de commandement. Les murs se couvrent de cartes de Los Angeles imprimées depuis Internet, de photos satellitaires de quartiers que sa fille aurait pu fréquenter, de coupures de presse en anglais qu'elle traduit laborieusement avec un dictionnaire. Elle achète un grand tableau en liège où elle épingle méthodiquement chaque information. Horaires de bus de LA, liste des hôpitaux, coordonnées d'associations d'aide aux victimes. Sur la table de nuit de Nolwenn, elle installe un téléphone fixe supplémentaire, directement relié à une ligne internationale. Au cas où elle appellerait, explique-t-elle à ses proches inquiets, la facture téléphonique de Margot explose. Elle appelle le consulat français de Los Angeles 2 fois par semaine, le détective Morrison 1 fois par mois, et a pris un abonnement Internet illimité pour ses recherches. Elle apprend l'anglais avec une détermination féroce. 3 soirs par semaine, elle suit des cours du soir à la mairie de Quimper. Madame Jawan, sa professeure, se souvient de cette élève particulière. Elle était la plus âgée de la classe, mais aussi la plus motivée. Elle prenait des notes sur tout, me posait des questions très précises sur le vocabulaire policier et médical américain. Elle voulait pouvoir comprendre chaque détail si on retrouvait sa fille. En parallèle, Margot développe une correspondance assidue avec plusieurs familles américaines dont des proches ont disparu dans la région de Los Angeles. Elle découvre l'existence de forums Internet dédiés aux personnes disparues et y passe des heures chaque soir, partageant l'histoire de Nolwenn, analysant des témoignages similaires, offrant son soutien à d'autres parents désespérés. L'une de ces correspondances se révèle particulièrement importante. Jennifer Walsh, une mère de San Diego dont la fille de 22 ans a disparu en 2007 dans des circonstances similaires, devient sa confidente privilégiée. Leurs échanges d'emails quotidiens l'aident à tenir psychologiquement, mais entretiennent aussi sa conviction qu'un réseau organisé opère dans la région. Jennifer m'a expliqué que sa fille aussi était employée dans l'aéronautique comme technicienne chez Boeing, raconte Margot dans ses notes personnelles. Elle aussi avait remarqué des choses bizarres au travail avant de disparaître. On a commencé à dresser une liste de points communs entre nos deux affaires. Air France maintient Nolwenn sur ses registres comme en congé pour raisons personnelles pendant la première année, espérant secrètement son retour. Sarah Chen, sa meilleure amie, demande sa mutation sur d'autres lignes. Je ne pouvais plus voler vers Los Angeles, confiera-t-elle plus tard. Chaque fois que l'avion survolait la ville, j'avais l'impression de voir Nolwenn quelque part en bas. Antoine Laurent réagit différemment. Il continue de voler sur la ligne Paris-Los Angeles, mais ses collègues remarquent un changement dans son comportement. Auparavant bavard et sociable, il devient distant, presque fuyant. Lors des escales à LAX, il ne quitte plus l'hôtel et refuse systématiquement les sorties en groupe. En 2009, premier anniversaire de la disparition, Margot organise une messe à la cathédrale Saint-Corentin de Quimper. 200 personnes y assistent, familles, amis, collègues d'Air France, voisins. L'absence de corps rend la cérémonie particulièrement éprouvante. Comment faire le deuil de quelqu'un qui a peut-être encore besoin d'aide? Les autorités françaises maintiennent la pression sur leurs homologues américains. L'ambassade de France à Washington suit le dossier de près. En 2010, l'affaire fait l'objet d'un reportage dans l'émission « Faites entrer l'accusé » sur France 2. La diffusion génère plusieurs dizaines d'appels, mais aucune piste sérieuse.
Parallèlement, la communauté d'Air France développe ses propres théories. Certains évoquent un enlèvement crapuleux qui aurait mal tourné. D'autres pensent à une fuite volontaire, hypothèse que Margot refuse catégoriquement. « Nolwenn n'aurait jamais fait ça », répète-t-elle. « Elle m'aurait donné un signe, même minime. » Une théorie plus troublante circule discrètement parmi les équipages. Celle d'un réseau organisé ciblant spécifiquement les employés des compagnies aériennes. Plusieurs disparitions d'hôtesses et de stewards ont été signalées ces dernières années en Amérique du Sud et en Asie, mais aucun lien officiel n'a été établi. Robert Chen, le détective privé engagé par Margot, développe progressivement cette piste. Ces investigations révèlent que Los Angeles sert de plaque tournante pour plusieurs réseaux de trafic international. La position stratégique de l'aéroport LAX, les connexions avec l'Asie et l'Amérique latine, les milliers d'employés difficiles à surveiller en font un lieu privilégié pour les activités illégales. En 2011, 3 ans après la disparition, Chen découvre quelque chose d'intéressant. En analysant les registres de l'hôtel Marriott, il remarque que plusieurs employés d'Air France ont signalé des incidents mineurs ces dernières années. Cartes de chambre désactivées mystérieusement, affaires déplacées, sentiment d'être suivis. Ces rapports n'avaient jamais été corrélés, car ils concernaient différents équipages sur plusieurs mois. Cette découverte relance l'intérêt du FBI pour l'affaire. L'agent spécial Diana Rodriguez, spécialisée dans les réseaux internationaux, reprend le dossier. Elle organise des entretiens avec tous les équipages d'Air France ayant séjourné au Marriott entre 2007 et 2009. C'est lors de ces entretiens qu'émerge un détail troublant. Antoine Laurent, interrogé pour la 3e fois, révèle finalement quelque chose qu'il avait eu jusqu'alors. Le soir de la disparition de Nolwenn, vers 22 heures, il avait reçu un appel étrange dans sa chambre d'hôtel. Une voix d'homme, avec un accent latino, m'a demandé si j'étais bien Antoine Laurent d'Air France, raconte-t-il à l'agent Rodriguez. Quand j'ai dit oui, il a raccroché. Sur le moment, j'ai pensé à une erreur, mais maintenant, l'enquête révèle que d'autres membres d'équipage ont reçu des appels similaires lors de différentes escales. Toujours le même scénario. Vérification d'identité puis raccrochage immédiat. Le FBI commence à dresser le profil d'une organisation qui surveillait systématiquement les employés d'Air France. Mais en 2012, l'enquête patine à nouveau. Malgré ces nouveaux éléments, aucune piste concrète ne mène à Nolwenn. L'agent Rodriguez doit se concentrer sur d'autres affaires prioritaires. Le dossier reste ouvert, mais l'espoir s'amenuise. Pour Margot, ces années sont un calvaire psychologique. Elle consulte régulièrement un psychologue à Quimper, le docteur François Morvan, qui l'aide à gérer ce qu'il appelle le deuil impossible. Elle refuse toute déclaration de décès et maintient l'appartement parisien de sa fille exactement en l'état. En 2013, 5 ans après la disparition, Margot prend une décision radicale. Elle vend sa maison de Quimper et s'installe définitivement à Los Angeles, dans un petit appartement de Culver City. « Si ma fille est quelque part ici, je veux être près d'elle », explique-t-elle à ses proches stupéfaits. Cette décision scandalise une partie de sa famille, qui considère qu'elle s'enlise dans une obsession malsaine. Mais Margot est déterminée. Elle trouve un emploi d'aide-soignante dans une clinique privée et apprend parfaitement l'anglais. Chaque week-end, elle arpente différents quartiers de Los Angeles, montre la photo de Nolwenn, pose des questions. Sarah Chen lui rend visite régulièrement. Les deux femmes développent une relation fusionnelle, unies par leur amour pour Nolwenn et leur refus d'abandonner. Sarah continue de voler, mais elle aussi surveille, écoute, espère découvrir un indice lors de ses escales. Le 14 mars 2015, un événement apparemment anodin va changer le cours de l'histoire. Maria Santos, une femme de 31 ans, se présente aux urgences du Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles avec une fracture du poignet gauche. Elle prétend être tombée dans les escaliers de son domicile. Le docteur Jennifer Walsh, qui la reçoit, remarque immédiatement plusieurs détails troublants. Outre la fracture fraîche, Maria présente des ecchymoses anciennes sur les bras et le dos, suggérant des violences répétées. Mais ce qui frappe le plus le médecin, c'est l'attitude de la patiente,
Terrifiée, elle sursaute au moindre bruit et refuse catégoriquement qu'on contacte son mari. « J'ai traité des milliers de cas de violence conjugale », témoignera plus tard le docteur Walsh. Mais Maria était différente. Elle avait peur, oui, mais il y avait autre chose, une tristesse profonde, comme si elle portait un secret énorme. Conformément au protocole, le docteur Walsh propose à Maria de contacter les services sociaux spécialisés dans l'aide aux femmes battues. Maria refuse d'abord, puis fond en larmes. Entre deux sanglots, elle murmure une phrase qui va tout changer. « Je ne suis pas celle que vous croyez ». Intrigué, le docteur Walsh insiste délicatement. Maria finit par avouer que Maria Santos n'est pas son vrai nom. Mais elle refuse d'en dire plus, terrifiée à l'idée que son mari puisse l'apprendre. Le docteur Walsh, face à cette situation exceptionnelle, prend une décision cruciale. Elle contacte discrètement les services sociaux et la police, suspectant un cas de trafic d'êtres humains ou de fausse identité. L'officier Lisa Thompson, spécialisée dans les affaires de traite, se rend discrètement à l'hôpital. La conversation entre l'officier Thompson et Maria dure 3 heures. Progressivement, Maria révèle des éléments de son histoire. Elle dit s'appeler en réalité Nolwenn, être française, et avoir été contrainte de vivre sous une fausse identité depuis 7 ans. Mais elle refuse de donner son nom de famille, paralysée par la peur. Elle parlait français avec moi, raconte l'officier Thompson qui maîtrise cette langue. Son accent était authentiquement breton. Elle connaissait parfaitement la géographie de la France, citait des détails que seule une Française pourrait connaître. L'officier Thompson comprend qu'elle fait face à un cas exceptionnel. Elle contacte immédiatement le FBI et le consulat français. En quelques heures, l'information remonte jusqu'à l'agent Rodriguez, qui n'a jamais cessé de s'intéresser à l'affaire Calvez. Le 15 mars, l'agent Rodriguez se rend au Cedar Sinai avec une photo de Nolwenn Calvez datant de 2008. Quand elle la montre à Maria, celle-ci s'effondre complètement. « C'est moi !» sanglote-t-elle. « Je m'appelle Nolwenn Calvez. J'ai disparu le 23 juillet 2008. S'il vous plaît, aidez-moi. L'identification formelle prend encore 48 heures. Il faut vérifier les empreintes digitales, contacter Interpol. » S'assurer qu'il ne s'agit pas d'une mythomane ou d'une imposture. Mais quand Margot Calvez arrive à l'hôpital le 17 mars au soir, accompagnée de l'agent Rodriguez, il n'y a plus aucun doute possible. « Maman », murmure Nolwenn en voyant sa mère. C'est le premier mot français qu'elle prononce publiquement depuis 7 ans. La réunion entre Nolwenn et sa mère se déroule sous haute protection policière au Cedar Sinai Medical Center. L'agent Rodriguez a organisé un dispositif de sécurité renforcé, soupçonnant que la découverte de Nolwenn pourrait mettre plusieurs personnes en danger. Les premières révélations de Nolwenn sont fragmentaires et troublantes. Elle explique qu'après son dîner au restaurant mexicain le 23 juillet 2008, elle a été abordée par un homme qui prétendait travailler pour Air France. Il m'a dit qu'il y avait un problème avec notre vol de retour, qu'on devait reporter le départ, raconte-t-elle. Il avait l'air officiel, il connaissait des détails sur notre équipage. L'homme, qui se présentait comme Carlos Mendes, responsable des opérations au sol d'Air France à LAX, lui a proposé de la raccompagner à l'hôtel. J'étais fatigué, je n'ai pas réfléchi, je suis monté dans sa voiture. Au lieu de l'hôtel Marriott, la voiture s'est dirigée vers un entrepôt de la zone industrielle, près de l'aéroport. Quand j'ai compris qu'on n'allait pas au bon endroit, il était trop tard. Il y avait d'autres hommes qui m'attendaient. Ce que Nolwenn révèle ensuite glaçait le sang des enquêteurs. Elle a découvert qu'Antoine Laurent, son collègue steward, était impliqué dans un réseau de trafic de drogue, utilisant les vols d'Air France. Antoine et 2 autres membres d'équipage transportaient de la cocaïne depuis la Colombie via les escales américaines, explique-t-elle. Ils utilisaient leurs privilèges d'équipage pour passer les contrôles douaniers. Le soir de sa disparition, Nolwenn avait remarqué qu'Antoine agissait bizarrement. Il était nerveux, il transpirait beaucoup. J'ai vu qu'il avait échangé sa valise de cabine avec celle d'un passager de première classe, juste avant l'atterrissage. Curieuse de nature, Nolwenn avait décidé de surveiller Antoine discrètement.
Je l'ai vu rencontrer des hommes dans le parking de l'hôtel vers 20 heures. Ils ont échangé quelque chose rapidement. J'ai pris des photos avec mon téléphone. Ces photos, que Nolwenn comptait analyser le lendemain, ont signé son arrêt de mort en tant que personne libre. Le réseau l'avait repéré grâce à un complice à la réception de l'hôtel Marriott qui surveillait les allées et venues des équipages Air France. Ils m'ont dit que j'avais vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir, continue Nolwenn. Ils m'ont expliqué que j'avais deux choix, disparaître définitivement ou coopérer avec eux. La coopération consistait à épouser Miguel Santos, un membre du réseau de nationalité mexicaine en situation irrégulière aux États-Unis. Ce mariage blanc lui permettrait d'obtenir une carte verte et de circuler librement entre le Mexique et les États-Unis pour les besoins du trafic. Miguel n'était pas méchant, précise Nolwenn. Il était coincé dans cette organisation comme moi, mais il m'a expliqué que si je tentais de m'enfuir ou de contacter quelqu'un, il s'en prendrait à ma mère en France. Il connaissait son adresse, son lieu de travail, tout. Pour rendre le mariage crédible, Nolwenn a dû vivre comme une épouse normale. Le couple habitait un petit appartement de North Hollywood. Miguel travaillait officiellement comme mécanicien automobile, tandis que Nolwenn était censée être femme au foyer. J'ai appris l'espagnol rapidement, raconte-t-elle. Je devais jouer le rôle parfaitement. Nos voisins, les commerçants du quartier, tout le monde devait croire que j'étais vraiment Maria Santos, l'épouse mexicaine de Miguel. La surveillance était constante mais discrète. Il y avait toujours quelqu'un pour vérifier que je ne faisais rien de suspect. Mes courses, mes sorties, tout était contrôlé. J'avais l'impression de vivre dans une prison dorée. L'agent Rodriguez comprend qu'elle fait face à un réseau criminel sophistiqué, capable de maintenir une personne en captivité psychologique pendant 7 ans sans éveiller les soupçons. Elle lance immédiatement des recherches sur Miguel Santos et l'adresse de North Hollywood. Mais quand les agents se rendent à l'appartement le 18 mars, ils trouvent les lieux complètement vides. Miguel a disparu, emportant toutes ses affaires. Les voisins confirment qu'un déménagement a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 mars. Juste après l'hospitalisation de Nolwenn. Il savait que c'était fini, comprend l'agent Rodriguez. Dès que Nolwenn est allé à l'hôpital, il a compris que le système de contrôle s'effritait. L'enquête révèle que Miguel Santos était effectivement une fausse identité. L'homme qui a vécu 7 ans avec Nolwenn s'appelle en réalité Eduardo Herrera, recherché par les autorités mexicaines pour trafic de drogue et homicide. Plus troublant encore, l'analyse des registres de l'État civil de Californie révèle que le mariage entre Maria Santos et Miguel Santos a été célébré le 15 août 2008, soit 3 semaines seulement après la disparition de Nolwenn. Tout avait été organisé avec une efficacité terrifiante. L'agent Rodriguez reconstitue progressivement le fonctionnement du réseau. Ils avaient des contacts partout, dans les administrations, les hôtels, même chez Air France. C'était une organisation internationale parfaitement rodée. Antoine Laurent est interpellé à son domicile parisien le 20 mars 2015. Confronté aux révélations de Nolwenn, il s'effondre rapidement et avoue son implication dans le trafic. Ces déclarations confirment l'ampleur du réseau et impliquent une dizaine d'employés d'Air France sur différentes lignes. Antoine n'était qu'un petit maillon, explique l'agent Rodriguez. Le réseau utilisait les employés des compagnies aériennes comme mules involontaires ou corrompus pour transporter la drogue entre l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Asie. Mais la question centrale demeure. Pourquoi Nolwenn a-t-elle attendu 7 ans pour s'échapper? Sa réponse va révéler l'aspect le plus sinistre de cette affaire et conduire à une découverte qui bouleversera complètement l'enquête. Le 19 mars 2015, dans une salle sécurisée du quartier général du FBI à Los Angeles, Nolwenn Calvez révèle enfin pourquoi elle n'a jamais tenté de s'échapper pendant 7 longues années. Sa confession va mettre au jour un système de contrôle psychologique d'une sophistication terrifiante. « Ils ne m'ont jamais enfermé physiquement », explique-t-elle à l'agent Rodriguez, sa mère Margot tenant sa main. Mais ils m'ont enfermé dans ma propre peur. Chaque semaine, ils me donnaient des preuves qu'ils surveillaient ma mère en France.
Ces preuves étaient des photos de Margot prises à son insu, sortant de l'hôpital de Quimper, faisant ses courses au supermarché Leclerc, assistant à la messe du dimanche à la cathédrale Saint-Corentin. Parfois, c'était plus pervers. Des captures d'écran de ses recherches Internet sur les sites de personnes disparues ou des copies de ses emails échangés avec le détective Morrison. Il connaissait tout de sa vie, poursuit Nolwenn, la voix brisée. Ses horaires de travail, ses habitudes, le nom de ses collègues. Une fois, ils m'ont montré une photo d'elle à l'arrêt de bus de la rue Kéréon, prise le matin même. J'ai compris qu'il pouvait lui faire du mal à tout moment. Le système de contrôle était encore plus élaboré. Eduardo Herrera, l'homme qu'elle connaissait sous le nom de Miguel Santos, était en réalité son geôlier déguisé en époux. Mais lui-même était prisonnier du réseau, contraint de surveiller Nolwenn sous peine de représailles contre sa propre famille au Mexique. Miguel me protégeait à sa façon, révèle Nolwenn. Il m'a expliqué dès le début qu'il n'avait pas le choix. Sa sœur et ses 2 enfants vivaient à Guadalajara. Le réseau les tenait aussi. S'il me laissait partir ou si je disparaissais, il les tuerait. Cette révélation stupéfie les enquêteurs. Ils font face à un réseau qui ne contrôle pas seulement ses victimes directes, mais maintient sa domination par un système de prise d'otages familiaux transnationaux. L'agent Rodriguez comprend immédiatement les implications. Nous n'enquêtions pas sur un simple cas de disparition ou même de trafic de drogue, explique-t-elle. Nous avions affaire à une organisation criminelle internationale capable de surveiller et de menacer des familles sur 3 continents. Nolwenn explique ensuite comment elle a finalement trouvé le courage de s'échapper. En février 2015, Miguel a reçu de nouvelles instructions. Le réseau voulait que j'aide à recruter d'autres femmes. Ils avaient identifié des hôtesses d'Air France et d'autres compagnies. Je devais les approcher lors de leurs escales à Los Angeles. Cette demande constituait une ligne rouge que Nolwenn refuse de franchir. Je ne pouvais pas faire subir à d'autres femmes ce que je vivais depuis 7 ans. J'ai dit à Miguel que je préférais mourir plutôt que de collaborer à ça. Miguel, qui avait développé des sentiments réels pour Nolwenn au fil des années, prend alors une décision cruciale. Il m'a dit qu'il allait m'aider à m'échapper, même si ça signifiait sacrifier sa propre famille. Il ne supportait plus cette situation. Le plan mis au point par Miguel était d'une simplicité redoutable. Il devait me frapper assez fort pour justifier un passage aux urgences, mais pas trop pour ne pas me blesser gravement. L'idée était que, une fois à l'hôpital, je pourrais révéler mon identité au médecin. La fracture du poignet du 14 mars n'était donc pas accidentelle. Miguel avait calculé son geste pour provoquer une blessure nécessitant des soins, mais sans risque vital. Il a pleuré en me frappant, se souvient Nolwenn. Il me répétait que c'était la seule façon de me libérer. Pendant que Nolwenn révèle ces détails bouleversants, l'agent Rodriguez coordonne discrètement des opérations de grande envergure. Les révélations de Nolwenn permettent d'identifier plusieurs membres du réseau encore actifs à Los Angeles. L'analyse des téléphones portables saisis chez Antoine Laurent révèle des communications cryptées avec des numéros mexicains et colombiens. Le FBI, en coordination avec la DEA, lance des écoutes téléphoniques sur ces lignes. En 48 heures, ils identifient les principaux responsables du réseau sur la côte ouest américaine. Carlos Mendez, l'homme qui avait abordé Nolwenn en juillet 2008, est en réalité Carlos Escobar, neveu du défunt baron de la drogue Pablo Escobar. Réfugié aux États-Unis depuis les années 90, il dirige une cellule spécialisée dans le trafic de drogue via les compagnies aériennes. Plus choquant encore, l'enquête révèle que le réseau avait des complices à l'intérieur même d'Air France. Jean-Baptiste Moreau, chef de la sécurité d'Air France à Roissy, percevait 50 000 € par mois pour fermer les yeux sur certains passages de sécurité et fournir les plannings des équipages. Moreau savait exactement quels équipages seraient à Los Angeles et quand, explique l'agent Rodriguez. Il transmettait ces informations au réseau, qui pouvait ainsi cibler les employés les plus vulnérables ou les plus utiles. Le 22 mars 2015, une opération coordonnée baptisée Skyfall
se déploie simultanément sur 3 continents. À Los Angeles, 15 arrestations ont lieu dans la matinée. À Paris, Jean-Baptiste Moreau est interpellé à son domicile de Chelles. Au Mexique, les autorités fédérales démantèlent 3 laboratoires de production de cocaïne reliés au réseau. Mais Carlos Escobar échappe au filet. Prévenu par un complice encore non identifié, il disparaît de son luxueux appartement de Beverly Hills quelques heures avant l'arrivée du FBI. Sa fuite sera facilitée par un jet privé qui décolle de l'aéroport de Burbank vers une destination inconnue. L'agent Rodriguez découvre l'ampleur réelle du réseau en analysant les saisies. Nous avons trouvé des dossiers sur plus de 200 employés de compagnies aériennes dans le monde entier, révèle-t-elle. Air France, British Airways, Lufthansa, American Airlines, ils avaient infiltré l'industrie aéronautique de façon systématique. Les documents saisis révèlent que Nolwenn n'était pas la première victime. Depuis 2005, au moins 12 autres employés de compagnies aériennes avaient été recrutés de force par le réseau. Certaines transportaient de la drogue lors de vols commerciaux, d'autres étaient utilisées comme appât pour corrompre d'autres employés. L'affaire Nolwenn n'était que la partie visible de l'iceberg, conclut l'agent Rodriguez. Nous avions découvert une organisation criminelle transnationale d'une sophistication jamais vue, capable de maintenir des dizaines de personnes en esclavage moderne sans éveiller les soupçons. Les révélations de l'opération Skyfall provoquent un séisme dans l'industrie aéronautique mondiale. Air France, confrontée au plus grand scandale de son histoire, lance immédiatement une enquête interne approfondie et révise entièrement ses procédures de sécurité. Anne-Marie Couderc, alors présidente d'Air France, convoque une conférence de presse extraordinaire le 25 mars 2015. Nous présentons nos excuses les plus sincères à Nolwenn Calves et à sa famille, déclare-t-elle devant les médias internationaux. Air France prend l'entière responsabilité des failles de sécurité qui ont permis cette tragédie. La compagnie annonce immédiatement des mesures drastiques. Révision complète des procédures de vérification du personnel, mise en place d'un système de surveillance des équipages en escale, création d'une cellule de sécurité indépendante rattachée directement à la direction générale. Plus important encore, Air France verse 15 millions d'euros de dommages et intérêts à Nolwenn et sa famille, sans attendre la fin des procédures judiciaires. Cette somme inclut une rente viagère pour Nolwenn et le financement intégral de son suivi psychologique. Pour Nolwenn, la réinsertion dans la société s'avère plus complexe que prévu. Après 7 ans d'isolement forcé, elle souffre de troubles post-traumatiques sévères et a perdu tous ses repères sociaux. Le docteur Patricia Newman, psychiatre spécialisée dans les traumatismes de captivité, prend en charge son suivi médical. Nolwenn présentait tous les symptômes du syndrome de Stockholm, explique le docteur Newman. Elle éprouvait des sentiments ambivalents envers Miguel, qui était à la fois son geôlier et son protecteur. Ce paradoxe psychologique compliquait considérablement sa récupération. Les premières semaines de liberté sont particulièrement difficiles. Nolwenn refuse de dormir seule et sursaute au moindre bruit. Elle a développé une phobie des espaces publics et ne supporte pas les foules. Sa mère Margot doit réapprendre à vivre avec une fille profondément transformée par l'épreuve. La Nolwenn qui est revenue n'était plus la jeune femme insouciante qui avait disparu, confie Margot. 7 années de captivité avaient créé une nouvelle personne, plus mature, mais aussi plus fragile. J'ai dû accepter que ma petite fille avait définitivement disparu. La thérapie de Nolwenn dure 3 ans. Progressivement, elle réapprend à faire confiance aux autres et à envisager un avenir. En 2018, elle rencontre Thomas Dubois, un psychologue de 35 ans qui travaille avec des victimes de trauma. Leur relation, basée sur une compréhension mutuelle profonde, évolue lentement vers l'amour. Eduardo Herrera, alias Miguel Santos, collabore pleinement avec les autorités américaines et mexicaines. Son témoignage permet d'identifier et d'arrêter 15 autres membres du réseau. En échange de sa coopération, il bénéficie du programme de protection des témoins et voit sa peine réduite à 8 ans de prison.
Miguel était autant une victime qu'un complice, reconnaît l'agent Rodriguez. Son témoignage a été crucial pour démanteler l'organisation. Sans lui, nous n'aurions jamais pu identifier toutes les ramifications du réseau. Les procès qui suivent l'opération Skyfall s'étalent sur 5 ans. Antoine Laurent, condamné à 12 ans de prison pour trafic de drogue et complicité d'enlèvement, purge sa peine dans la prison de Fresnes. Jean-Baptiste Moreau écope de 15 ans pour corruption aggravée et complicité de crimes organisés. Au total, 63 personnes sont condamnées dans 14 pays différents. Les saisies représentent plus de 200 millions d'euros d'avoirs criminels qui servent en partie à indemniser les victimes du réseau. Carlos Escobar demeure introuvable malgré un mandat d'arrêt international émis par Interpol. Les services de renseignement estiment qu'il a trouvé refuge en Amérique du Sud, probablement au Venezuela ou en Bolivie, pays non signataires des accords d'extradition avec les États-Unis. En octobre 2020, Nolwenn et Thomas se marient discrètement à Quimper, en présence de leur famille et de quelques proches. La cérémonie, célébrée à la mairie par le maire Jean-Jacques Coiffier, marque symboliquement la renaissance de Nolwenn. « J'ai perdu 7 années de ma vie », déclare Nolwenn lors de son premier entretien télévisé accordé à France 3 Bretagne en 2021, mais j'ai appris que l'être humain est capable de survivre aux pires épreuves. Ma captivité m'a détruite, mais elle m'a aussi révélé ma force intérieure. Aujourd'hui, Nolwenn vit à Vannes avec Thomas et leur fille Emma, née en septembre 2021. Elle travaille comme formatrice pour une association d'aide aux victimes de traite d'êtres humains et intervient régulièrement dans les écoles pour sensibiliser les jeunes aux dangers du trafic international. Margot, maintenant âgée de 68 ans, a pris sa retraite et s'est installée près de sa fille. Les deux femmes ont reconstruit leur relation, enrichie par l'épreuve qu'elles ont traversée ensemble. « Ma mère ne m'a jamais abandonné », répète souvent Nolwenn. « C'est sa détermination qui m'a sauvé. » L'affaire Calvez a profondément transformé les protocoles de sécurité de l'aviation civile internationale. L'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, a adopté de nouvelles directives obligeant les compagnies à surveiller leurs employés en escale et à signaler immédiatement toute disparition. Cette affaire nous a ouvert les yeux sur des vulnérabilités que nous ignorions, reconnaît Michel Léger, directeur de la sécurité à l'OACI. Les employés des compagnies aériennes, par leurs privilèges d'accès et leurs déplacements internationaux, constituent des cibles privilégiées pour les réseaux criminels. En France, l'Assemblée nationale a voté en 2016 la loi Calvez, qui renforce la protection des ressortissants français à l'étranger et améliore la coordination entre les services de police internationaux. Cette loi impose notamment aux entreprises françaises opérant à l'étranger de mettre en place des protocoles stricts de protection de leurs employés. Cette affaire extraordinaire nous montre à quel point les réseaux criminels modernes peuvent être sophistiqués et patients. Ils exploitent nos habitudes, notre confiance, nos faiblesses humaines pour créer des systèmes de contrôle d'une efficacité terrifiante. Nolwenn Calvez a survécu grâce au courage de Miguel Herrera et à la détermination inébranlable de sa mère Margot, qui n'a jamais cessé de la chercher. Que pensez-vous de cette histoire? Aviez-vous deviné l'implication d'Antoine Laurent dès le début? Comment expliquez-vous qu'un réseau ait pu opérer si longtemps sans être détecté? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête vous a passionné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. Likez cette vidéo si l'histoire de Nolwenn vous a touché et partagez-la avec vos proches qui s'intéressent aux affaires criminelles internationales. La prochaine fois, nous nous pencherons sur une autre disparition mystérieuse qui a défrayé la chronique en Europe. À bientôt pour de nouvelles investigations.